Bonjour à tous, ici Aurore Tidgat. Alors je vous rejoins aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui aura pour sujet les extensions d'Argis Pro. Alors on va rapidement d'abord faire une vue d'ensemble du nombre d'extensions qui existent pour Argis Pro et leurs différentes catégorisations. Ensuite on va voir rapidement des contextes et des cas d'utilisation de chacune des extensions. Dedans on y a inséré quelques démos pour les plus intéressantes et les plus courantes de ces extensions. Ensuite, on passera rapidement sur une partie licence, comment faire pour autoriser vos extensions. Évidemment, je vous mettrai les différents liens qui ont été utilisés pour créer ce webinaire et on passera à la partie questions-réponses à la fin. Tout de suite, je vais commencer avec la vue d'ensemble. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une extension? Les extensions sont des allégements des licences générales d'Argis Pro. Donc elles vont comprendre des outils ou des capacités supplémentaires pour permettre des analyses, des processus ou des applications plus spécifiques. Globalement, elles sont divisées en trois groupes pour Argis Pro. On a d'abord les extensions reliées à une analyse avancée. Donc par exemple, ça va être des analyses sur des données en 3D ou des images. Ensuite, nous avons le groupe de gestion des données et de processus. Donc là, comme son nom l'indique, voilà, on va aller dans la simplification des processus, l'automatisation ou la simple gestion de données. Et finalement, on a les extensions dites sectorielles, donc qui seront vraiment propres à un secteur spécifique. Donc ça va reprendre vraiment tous les outils d'analyse, si je prends un exemple sur voilà, des données bathymétriques. Ok, donc on va directement commencer avec le premier groupe, l'analyse avancée. La première extension que je vous propose de découvrir, c'est la Spatial Analyst. Alors c'est une extension qui fournit des outils permettant de créer et d'analyser des données raster, ainsi que de réaliser une analyse intégrée des données raster et des données vectorielles. Avec cette extension, vous pouvez par exemple dériver une pente à partir d'un MNT, rechercher si certains emplacements sont plus appropriés que d'autres en utilisant des analyses de superposition pondérée. Et ici, je vais vous proposer une petite démo pour voir l'un de ces cas concrets dans l'utilisation d'analyse spatiale. Alors, l'extension Spatial Analyst, comme son nom l'indique, vous permet de faire toute une série d'analyses spatiales. Alors, lorsque vous explorez la boîte à outils de cette extension, vous verrez qu'il y a toute une série de groupes d'outils. Moi, ici, pour cette démo, je vais vous parler de la boîte à outils hydrologie. Alors, dans ce cadre-ci, on va partir d'un MNT, d'un modèle numérique de terrain, et à partir de ce MNT, on va essayer de modéliser la circulation de l'eau. Voilà, donc on a un préambule. Le but, c'est d'arriver à un réseau hydrographique. Alors, pour commencer, je vais d'abord analyser mon MNT et voir s'il y a des trous dedans. La première chose, ça va être d'utiliser l'outil cuvette. L'outil cuvette va permettre d'identifier les cuvettes. Les cuvettes, c'est une cellule ou un ensemble de cellules limitrophes dont la direction de flux ne peut pas se voir attribuer une valeur entre 1 et 8, qui sont des valeurs valides dans un raster de direction de flux. Donc ça va être la première étape. Moi, dans ce cas-ci, j'ai fait l'analyse des cuvettes et vous allez voir que, en effet, dans mon cas, voilà, on peut voir qu'il y a des petits points bleus. Chaque point bleu représente une cuvette. Donc un pixel qui n'est pas correct. Pour corriger mon MNT, je vais donc utiliser l'outil remplissage qui va donc remplir mes petites cuvettes et nous allons obtenir un MNT voilà, chargé, quasi similaire, mais chacun des pixels va être maintenant rempli. Une fois que voilà, mon MNT est corrigé, maintenant je vais essayer de savoir dans quel sens va s'écouler l'eau dans chacune des cellules de mon raster. Donc ce qu'on veut calculer en fait, c'est le flow direction ou le sens de circulation en français. Donc pour ça, il y a le petit outil sens de circulation qui va me donner ceci. Alors voilà, là comme ça, ça ne représente rien. Si je l'ouvre, on va voir qu'on a bien 8 valeurs disponibles et chaque valeur va en fait représenter, c'est peut-être plus visuel si je le montre ici sur la petite image, le sens en fait dans lequel va s'écouler chacun des pixels. Donc si l'eau va plus
s'accumuler vers la gauche, vers la droite, vers en haut à gauche de chacune des cellules. Si je zoome, on va tout de suite voir, voilà, que on peut commencer à voir, ici on voit les autoroutes, on peut commencer à avoir un peu de relief qui se dessine assez clairement. Une fois que j'ai ce raster-là, je vais m'intéresser à l'accumulation de flux. Alors, l'accumulation de flux, c'est le nombre de cellules en montée qui vont s'écouler en un seul emplacement. Donc c'est la suite logique du sens de circulation. Et ici, si je le fais apparaître, voilà, on va en fait commencer à voir, d'une certaine manière, le réseau hydrographique. Alors pour le moment, les valeurs sont différentes évidemment pour chacun des pixels, mais on ne peut pas vraiment dire que ici on a un petit cours d'eau, là on a un fleuve. Donc pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un ordre d'écoulement. Ici, il y a l'outil ordre d'écoulement, et la valeur qui va arriver, pardon, pas la valeur, le raster qui va en découdre, il est ici. Donc si je retire mon précédent raster d'accumulation de flux, on voit clairement maintenant que le réseau hydrographique est dessiné sous forme de raster et que, voilà, on voit que la Meuse, la Sambre, tout ça, c'est plus orange qu'un simple petit cours d'eau ou même, voilà, ruissellement qui se définit dans un champ. Donc maintenant, on a vraiment décidé d'un ordre de valeurs en fonction de chacune des valeurs des pixels. Alors, c'est bien joli, mais là on est toujours dans un raster. Et bien si maintenant on veut aller vers une entité, donc vers une polyline, on va utiliser écoulement vers entité, ou stream order en anglais, qui va vous permettre d'obtenir vraiment le réseau hydrographique qui est ainsi formé. Voilà. Alors, bon, vous voyez que c'est la même chose, hein, il est l'un sur l'autre, mais ici on est vraiment sur des polylines, et donc sur des feature classes. Ici maintenant, si je le compare avec, il est ici, pardon, je le cherchais. Donc ici maintenant, si je compare ce réseau hydrographique avec celui, par exemple, qui a été défini par l'IGN, donc j'ai préalablement inséré dans ma carte ici le WMS de l'IGN. Voilà. Et on peut voir ici maintenant, hop, on peut comparer l'un avec l'autre. Alors on voit que la précision n'est pas exactement la même, mais tout ça, bien sûr, est défini par le MNT à la base. La précision de l'MNT, vu que toute l'analyse spatiale se fait sur le MNT, c'est la précision de l'MNT qui va vous donner le résultat final sur votre réseau hydrographique. Alors une dernière chose qu'on peut également faire grâce à cette boîte à outils hydrologie, c'est la création de bassins versants. Alors, moi ici j'ai été déterminer des points de capture d'écoulement. Alors dans mon cas je les ai définis de manière aléatoire, vous pouvez les définir d'une manière plus précise et sensée que moi. Vous avez ici un outil qui vous permet de créer les points de capture. Donc ici je vais aller les chercher. Oups, ils sont ici. Vous voyez qu'ils sont un peu mis partout en Wallonie. Voilà. Et à partir de ces points de capture, j'ai utilisé l'outil bassin versant ici pour créer des bassins versants. Voilà. On voit directement qu'à partir d'un point d'écoulement, on a une limite qui s'est formée. Pour vérifier maintenant cette limite, je vais insérer mon réseau hydrographique. Voilà. Et on peut clairement voir qu'il y a bien la rivière principale qui s'écoule et qui va se jeter dans mon point d'écoulement. C'est pareil ici, c'est pareil ici. Donc on a vraiment une limite définie et on voit bien que chaque point d'écoulement sépare vraiment, enfin les limites des bassins versants séparent vraiment les différents points d'écoulement qui sont calculés. Alors voilà pour l'analyse hydrologique que l'on peut faire grâce à l'extension spatiale Analyst. J'espère que le cas vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette extension, on peut faire énormément de choses. On passe maintenant à la deuxième extension. Il s'agit de Business Analyst. Alors cette extension fournit des outils pour effectuer des opérations SIG, mais qui sont fondamentalement pour l'analyse de marché. Alors ici on est dans un type d'outil de géotraitement un peu différent. Elle va
permettre de créer des rapports précis qui vont donner un aperçu, par exemple, sur la répartition des clients ou la répartition des concurrents. On peut également calculer l'emplacement des zones commerciales qui sont clés pour le business. Avec la licence de l'extension Business Analyst, vous aurez également la possibilité d'accéder à une deuxième boîte à outils. Cette boîte à outils se nomme Territory Design. Les outils qui sont compris dedans sont plus des outils de gestion de données. Et ici, ils vont se concentrer sur la création, l'équilibre et le maintien de territoires. Alors, au sens d'Argis Pro, les territoires auront un sens secteur commercial. On passe maintenant à la troisième extension, Argis Network Analysis. Ici, l'extension va fournir des outils d'analyse pour résoudre des problèmes de routage complexes. Les outils de cette extension permettent par exemple de déterminer l'installation les plus proches d'un lieu précis ou encore de planifier des itinéraires. Pour que ce soit plus clair, je vous propose de passer à cette petite démo. Alors, pour vous présenter Network Analyst, je vais essayer de vous donner un exemple assez simple d'analyse de réseau qui est possible de faire avec cette extension. Alors, pour le contexte, nous sommes à Bruxelles et on a une couche qui représente tous les hôpitaux de Bruxelles. On va essayer de répondre à la question suivante. Quelles sont les zones qui sont couvertes à moins de 5 minutes des maternités à Bruxelles? Alors, ici on va donc créer des zones qu'on appelle des zones de desserte. Les zones de desserte vont servir à modéliser les mouvements des personnes ou des objets qui se déplacent le long d'un réseau. C'est différent d'une zone tampon. Une zone tampon, elle va supposer un mouvement libre dans n'importe quelle direction. Donc ici on aura une contrainte qui est le Network Dataset. Alors, si je viens dans ma carte, ici, on a le Network Dataset que j'ai créé précédemment. Alors, ce Network Dataset est un résumé de beaucoup d'informations, dont principalement les rues, évidemment, mais qui va tenir compte aussi de certaines restrictions, comme par exemple les sens interdits, la possibilité ou non de faire demi-tour, voilà, la grosseur et la vitesse qu'on peut avoir sur différentes voies d'accès, comme les autoroutes par rapport à une petite ruelle. Voilà, avec ça, toutes ces informations vont être combinées dans ce Network Dataset. Si ça vous intéresse, on pourra bien évidemment vous donner des informations à ce sujet-là. Mais grâce à ce Network Dataset, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle les zones de desserte. Alors pour démarrer ma démo, je vais d'abord chercher, pour répondre à ma question, les maternités. Alors pour ça, c'est assez facile. J'ai fait un simple ensemble de définitions pour aller chercher mes maternités. Alors, hop, tout de suite j'ai moins d'hôpitaux qui sont concernés. Alors, par la suite, je vais aller chercher dans ma boîte à outils Network Analyst. Vous voyez que j'ai des sous Toolbox. Et là-dedans, je vais avoir toute une série d'analyses possibles. Si je veux faire la zone de desserte, vous voyez qu'il y a un outil qui s'appelle Gérer une couche d'analyse de la zone de desserte. Cet outil va en fait créer une couche de zone de desserte dans lequel on va pouvoir ajouter des emplacements. Alors pour ça, il y a ici un petit outil qui permet d'ajouter des emplacements. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser toute une série de ces outils pour créer votre modèle de zone de desserte. Il existe une autre possibilité, afin d'éviter en fait l'utilisation de ces outils. Ces outils sont très pratiques si vous créez par exemple un modèle builder. Ça vous permet d'automatiser le processus. Ici, dans mon cas, je vais aller chercher analyse de réseau, ici dans les processus. Et on peut voir voilà, qu'il a enregistré que la source de données, c'était bien notre routing Network Dataset. Et ici, j'ai des types d'analyse que je peux mettre en place de manière automatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones de desserte. Je clique. Voilà, vous voyez qu'il crée une couche d'analyse. Ça revient au même en fait que l'outil qui est ici, hein, c'est le même principe. Vous voyez que toute une série de couches sont déjà apparues, mais qu'elles sont toutes vides en fait. Tout simplement parce que dans ma zone de desserte, ma couche zone de desserte, mon modèle, pardon, il n'y a encore rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des ressources. Comme ça, on va nourrir ce modèle et on va pouvoir exécuter le modèle. Mes ressources, ce sont mes maternités. Donc je vais aller chercher ici mes ressources. On est bien dans les ressources. Sinon, je pourrais mettre une des autres sous-couches. Hein.
On met ici ces ressources. Je peux choisir ici mes hôpitaux ayant une maternité, voilà. Et si vous voulez changer les différents champs et ainsi de suite, c'est tout à fait possible. Je vais appliquer. Vous voyez maintenant que là où on avait nos hôpitaux, on a désormais des ressources. Il a donc bien pris en compte mes éléments. Et puis ici, vous avez tout le détail sur l'analyse de modèle. Moi, dans mon cas ici, je vais mettre une limite. La limite, on a dit que c'était 5 minutes. Je vais donc retirer les 10 et 15. On a un mode. Soit on choisit via la distance, conduite via la distance, ou conduite via le temps. Moi, dans mon cas, on va rester en minutes, vu que c'est le thème de ma question. Et on a le choix aussi de choisir dans quel sens on va aller. Donc si on va s'éloigner de la ressource, on va aller en direction de la ressource. Moi, je veux accéder à ma maternité, je vais donc choisir en direction de la ressource. J'ai la possibilité ici de choisir l'heure, la date, le jour, maintenant, aujourd'hui ou pas. Je ne vais pas l'utiliser, mais par exemple, ça aura du sens si on veut vraiment s'approcher de la réalité et tenir compte du trafic. Donc par exemple, si on sait que le lundi matin, c'est l'heure de pointe, évidemment, le modèle qu'on va construire ne sera pas le même que si on y va dimanche à 4 h de l'après-midi. Évidemment, on n'aura pas le même résultat. Ensuite, on peut choisir si on veut créer des polygones, des lignes ou des polygones lignes. Bon, on va faire simple ici pour la démo, je vais choisir des polygones, ça va être notre résultat. On peut choisir la précision, je vais rester en standard. On peut choisir si on superpositionne, on fusionne ou on fractionne nos résultats. Également si on veut des anneaux, des disques. Voilà, ça c'est plus des détails qui sont... voilà. On peut également choisir ici une distance de troncage, c'est une sorte de buffer qui va se faire autour de la rue concernée. Je vais maintenant exécuter. Et voilà. Et vous voyez qu'on a une zone qui vient de se créer. Alors cette zone, pour le moment, voilà, c'est la zone de desserte générale. Maintenant, ce qu'on peut faire, si j'ouvre mes résultats de polygone, hop, on va voir qu'on est bien de 0 à 5 dans les temps, et on a à chaque fois une localisation par rapport à un hôpital. Ici, on a 9 hôpitaux ayant des maternités, et chaque zone, hop, voilà, ici on voit vraiment, ça c'est la limite des 5 minutes en voiture pour accéder à l'hôpital. Alors si on veut bien voir chaque limite de couche, on peut aussi le faire avec évidemment la symbologie. Donc ici je vais aller chercher des valeurs uniques et je vais choisir mon champ name. Ça va me permettre voilà, de bien distinguer chaque localisation. Donc la localisation de 0 à 5 en fonction de l'hôpital défini. Je vais changer un petit peu les couleurs parce que c'est pas très lisible. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux. Hop là. Et donc, à partir de là, on peut voir chaque segmentation de réseau. Donc voilà, c'était une petite analyse rapide qu'on peut faire sur un réseau. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions sur cette extension, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment une extension chouette. On peut faire plein de choses à partir d'un network dataset ou de données simplement de réseau pour créer votre propre network dataset. Voilà, je vous propose de continuer vers une autre extension. On passe maintenant à l'extension suivante qui est Image Analyst. Alors elle va vous offrir une boîte à outils complète pour la visualisation et l'analyse de vos données images. Cette extension vous permet entre autres de classer vos images, d'effectuer une détection des changements via un ensemble d'outils mid-learning ou deep learning, des outils de géotraitement et des fonctions raster. Je propose de passer à la suivante qui est l'extension Geostatistical Analyst. Alors, cette extension vous permet d'analyser vos données à l'aide d'outils statistiques avancés. Ceux-ci permettent de créer des modèles d'interpolation à l'aide de diverses techniques statistiques pour, par exemple, identifier des tendances, des variations spatiales ou des regroupements. Les modèles peuvent être évalués par la validation croisée, par exemple. Ensuite, nous avons la dernière des extensions du groupe Analyse avancée qui est 3D Analyst. L'extension 3D Analyst vous fournit des outils qui, comme son nom l'indique, analysent des données 3D. Grâce à cette extension, vous pouvez par exemple gérer des données LIDAR
effectuer des analyses de visibilité. Globalement, ça va regrouper tous les outils d'analyse qui incluent en fait la hauteur. Pour cette dernière extension de ce groupe, je vous propose une petite démo. Alors ici, pour démontrer notre 3D analyste, je vais faire une petite analyse de visibilité, donc en 3 dimensions, en utilisant certains des outils de la toolbox du 3D analyste. Donc ici, pour le contexte, on a un petit modèle 3D de la ville de Philadelphia, aux États-Unis. Donc c'est une scène locale en ArcGIS-Pro, dans laquelle on a entre autres des bâtiments sous forme d'une classe d'entité multipatch. Donc cette classe d'entité multipatch, ce sont des objets 3D en fait avec une enveloppe. Et donc vous voyez bien que les faces de mes polygones 3D sont texturisées. Et donc j'ai une représentation visuelle qui est plus proche de la réalité. Alors, pour le contexte ici de mon analyse de visibilité, vous voyez que j'ai aussi une parade route, donc un itinéraire de parade qui traverse ma ville. Ici, c'est la ligne rouge. Et donc, j'ai aussi 2 observateurs qui sont placés sur les bâtiments. Donc, j'en ai un premier qui est ici au-dessus et un deuxième qui est là-bas au-dessus de ce bâtiment-là. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'à partir de ces 2 points d'observation, je peux avoir une visibilité sur tout mon itinéraire de parade. Donc, ce serait pour des questions de sécurité, pour pouvoir surveiller l'itinéraire tout au long de l'événement. Alors, pour répondre à cette question, je vais exécuter des outils de géotraitement de ma toolbox. Et donc, je vais me rendre ici dans mon panneau de géoprocessing. Et alors, si je connais le nom de mes outils, je peux directement les retrouver via la barre de recherche. Mais je peux aussi les retrouver via ici le menu Toolbox, dans lequel je peux aller chercher tous les outils de la Toolbox 3D Analyst ici. Et puis ici, j'ai même une catégorie Visibility qui va me donner les outils qui m'intéressent. Donc le premier outil que je vais exécuter, c'est l'outil Construct Sightlines, qui va me permettre de donc construire ces lignes de visibilité, ces lignes de visée entre mes observateurs et ma cible, qui est l'itinéraire de la parade. Donc ici, je vais renseigner ma couche de points observateur, ma couche parade route ici comme cible. Je vais donner un output pour le nom de la classe d'entité de sortie. Donc ici, je vais mettre Sightlines. Alors les 2 prochains champs, ils ont été remplis automatiquement avec les champs d'altitude de mes couches d'entité observateur et cible. Et ensuite, je vais encore pouvoir renseigner une distance d'échantillonnage. Donc voilà, tous les combien, enfin à quelle distance seront 2 lignes de visée. Alors dans ce cas-ci, l'unité, donc l'unité c'est pour tous les outils de géotraitement, c'est toujours comme ça, c'est l'unité de la classe d'entité. Et donc dans ce cas-ci, on a des couches qui sont dans un système de coordonnées NAD 83, un système de coordonnées qui est propre à cette zone géographique-ci aux États-Unis, qui est bien optimisé pour cette zone-là. Et ce sont des systèmes de coordonnées qui ont leurs unités en pieds américains. Et donc ici, je vais créer des lignes de visée à 30 pieds les unes des autres. Et donc je vais aller exécuter cet outil. Et ça va être un certain temps. Et une fois que c'est fait, on a notre nouvelle couche d'entité ici dans le contenu et qui met un certain temps à venir s'afficher ici. Alors je vais pouvoir maintenant configurer la symbologie sur cette couche pour que vous voyez un peu mieux, parce qu'ici on a vraiment beaucoup de lignes. Si je navigue en 3D, je peux peut-être me mettre ici près d'un observateur, et vous voyez effectivement que j'ai des lignes qui partent de mon observateur vers tous les points de mon itinéraire de parade. Alors, donc, comme je disais, je vais changer la symbologie pour que ce soit un peu plus clair. Donc, je sélectionne ma couche, je vais dans l'onglet Apparence ici, et Symbologie. Et ensuite, je vais définir que je veux une symbologie avec des valeurs uniques pour avoir une couleur pour chacun de mes 2 observateurs. Donc ici, sur base du champ OID observateur, je vais changer la palette de couleurs pour que ce soit des couleurs un peu plus différentes, voilà. Et donc vous voyez ici que j'ai toutes les lignes vertes qui représentent les points qui partent de cet observateur-ci vers tous les points de mon itinéraire, et des lignes bleues qui partent de cet observateur-là vers tous les points de l'itinéraire. Alors évidemment, on voit que certaines de ces lignes traversent des bâtiments, et donc c'est ça la prochaine chose qu'on va devoir déterminer, c'est où est-ce que les lignes traversent les bâtiments, et donc quels points de mon itinéraire ne sont pas couverts par une visibilité depuis un point ou les 2 points carrément.
Donc pour faire cette prochaine étape de mon analyse, je vais aller chercher un deuxième outil de géotraitement. Donc je vais retourner ici dans mon panneau de géotraitement et je vais aller chercher l'outil ici Line of Sight. Et dans cet outil-là, je vais renseigner, voilà, c'est un outil qui va déterminer la visibilité sur mes lignes de visée par rapport à des obstructions qui peuvent venir du modèle d'élévation, et puis dans ce cas-ci aussi de notre classe d'entité 3D multipatch. Donc je vais mettre ici en input surface la surface d'élévation de ma scène locale. Input line features, je vais mettre mes sightlines que je viens de créer. Et puis les entités pour les obstructions, ce sera mes building subsets. Et alors je vais créer cette classe d'entité de sortie que je vais peut-être plutôt appeler parade visibility. Et donc je vais aller exécuter cet outil. Et voilà, du coup, mon outil a terminé de runner. Je vais désactiver ma couche sightlines ici. Et on va plutôt voir ici notre couche parade visibility pour laquelle j'ai un code couleur assez clair. Donc les lignes vertes, ce sont les lignes qui ne sont pas interrompues par un bâtiment ou bien la surface d'élévation qui entre en jeu. Ici, comme nos observateurs sont en altitude, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et puis les lignes rouges, c'est celles qui ont traversé un building et qui donc ne permettent pas d'atteindre la cible. Alors, si je veux, je peux aussi améliorer la visibilité pour avoir une meilleure vue sur mon itinéraire de parade en mettant par exemple une requête de définition sur ma couche parade visibility. Donc pour ça, je vais aller me rendre dans mon onglet Data ici, Definition Query. Donc vous voyez que je me retrouve dans mes propriétés de ma couche et je vais créer une requête de définition où je vais dire que je veux uniquement visualiser les lignes pour lesquelles viscode est égal à 2. Apply. OK. Et donc ici, on n'affiche plus que les lignes de visée qui sont rouges. Et donc on voit qu'on a une portion de l'itinéraire ici où mon observateur numéro 1 ne voit pas la ligne, mais par contre l'observateur numéro 2 la voit bien. J'ai une autre portion ici pour l'observateur numéro 1. Par contre, le réel problème se situe plus au niveau de cette zone-ci, puisqu'on voit qu'on a des lignes qui viennent des deux côtés, et que donc toute cette portion-ci de ma parade n'est pas recouverte en termes de visibilité par un de mes deux observateurs. Voilà, donc ça c'était une courte petite démo des choses qu'on peut faire en termes d'analyse de visibilité avec la Toolbox 3D Analyst. On passe maintenant à la deuxième catégorie d'extensions sur ArcGIS Pro. On va découvrir les extensions liées à la gestion de données et à la simplification des processus. Alors, pour commencer, on a l'extension nommée Data Reviewer. Alors, cette extension fournit des outils pour automatiser, simplifier le contrôle de la qualité de vos données. Vous pouvez vérifier l'absence d'erreur de vos données par des moyens automatisés et visuels. Ensuite, on a l'extension Workflow Manager. C'est une extension qui permet de créer un système de gestion des processus qui automatise et simplifie l'exécution et la gestion des tâches répétitives, SIG et non SIG, afin d'augmenter la productivité d'une organisation. Parmi les exemples de tâches à automatiser figurent la saisie, l'analyse et l'agrégation des données. On passe maintenant à la troisième extension dans cette catégorie. Il s'agit de l'extension Publisher. Grâce à cette extension, vous pouvez convertir les cartes ArcGIS Pro en packages de cartes mobiles qui peuvent être partagées avec les utilisateurs de l'application mobile gratuite ArcGIS Explorer. Les utilisateurs peuvent ouvrir le paquet de cartes et utiliser la carte et ce package sans se connecter à ArcGIS Online. On passe maintenant à la quatrième extension. Il s'agit de ArcGIS Locate XT. Alors, cette extension fournit des outils
qui permettent d'extraire des coordonnées géographiques, des noms de lieux ou d'autres données de localisation à partir de textes non structurés et de convertir ces informations en une classe d'entités ponctuelle. Ensuite, on a une dernière extension très particulière et très importante qui est une des plus communes dans la catégorie gestion de données et processus. Il s'agit de l'extension Data Interoperability. Alors, cette extension est un peu différente des précédentes, car pour l'utiliser et l'installer, il vous faut un composant supplémentaire. Donc jusqu'à présent, toutes les extensions que nous avons vues, voilà, étaient déjà préalablement installées et présentes dans ArcGIS Pro. Il vous faut un fichier de licence pour l'autoriser et ensuite vous avez accès aux outils. Pour Data Interoperability et pour quelques-unes qu'on va voir par la suite, il vous faut installer un complément si vous voulez, et avec l'installation du composant supplémentaire et la licence, vous pourrez accéder à tous les outils. Alors si maintenant je me concentre un peu sur ce qu'est cette extension. En fait, l'extension Data Interoperability est un ensemble d'outils d'extraction, de transformation et de chargement de données spatiales ou non spatiales. Alors, ce type d'outils, on les résume sous le nom de ETL, Extract, Transform and Load. Donc, globalement, ces outils sont reliés aussi à l'application Feature Manipulation Engine, Workbench, ou en abrégé plus connu c'est FME, de Safe Software. Donc on a un composant FME qui va être intégré à ArcGIS Pro qui va donc nous permettre de extraire, transformer ou charger nos différentes données. Cette extension permet de gérer une centaine de formats de fichiers, de bases de données ou de données web. Je vous propose de rapidement voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour vous présenter l'extension Data Interoperability, voilà, ici je considère qu'on a déjà activé la licence, qu'on a installé le patch supplémentaire et donc on a accès à toute l'extension. Qu'est-ce qui va devenir disponible une fois que j'ai accès à cette licence? Eh bien, vous allez ici avoir une boîte à outils, Data Interoperability. Si vous l'ouvrez, vous verrez que vous avez deux outils, le Quick Import et le Quick Export. Le Quick Import vous permet de convertir des données de n'importe quel format pris en charge par l'extension en une classe d'identité. Alors pour ça, vous allez devoir définir le format, le dataset et le système de coordonnées. Vous allez ensuite avoir une conversion et vous pourrez le lire dans ArcGIS Pro. Vous allez avoir également le Quick Export. Alors pour le Quick Export, ça correspond au writer, l'écrivain, qui va convertir une ou plusieurs classes d'entités en une couche d'entité d'entrée dans un format pris en charge par l'extension. Voilà, ça c'est pour les deux outils rapides, mais il est également possible, si vous allez dans Analyse, dans les Workflows, vous avez accès ici à une application supplémentaire. Alors si je l'ouvre, j'ai même trois applications. La première application, c'est le Workbench. Alors, qu'est-ce que c'est que le Workbench? C'est une application qui permet de créer des processus pour convertir des données entre des formats différents. Alors ici, cette application est basée sur la technologie FME, les deux autres que nous verrons juste après également. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que c'est un peu long, mais vous pouvez voir que vous avez différents outils. Donc, vous allez pouvoir ajouter des lecteurs, des readers, des écriveurs ou writers, des transformeurs, des annotations et des bookmarks. Alors, si je prends par exemple, j'ouvre les transformeurs, vous voyez que si je prends ici le 2D forceur, c'est un outil qui va vous permettre de forcer de travailler en 2D, c'est-à-dire qu'on va supprimer toutes les valeurs Z de hauteur de vos entités. Évidemment, il y a beaucoup d'autres possibilités. Si je vais dans le lecteur, à nouveau, je vais avoir, comme le Quick Import, la possibilité de choisir mon format parmi une centaine de formats disponibles dans la prise en charge de l'extension. Voilà pour la présentation rapide de Workbench. Vous allez aussi avoir le Data Inspector, qui est un outil principalement utilisé pour inspecter les données avant la conversion et après la conversion.
Et vous avez aussi le Quick Translator, qui est donc un traducteur rapide qui est utilisé pour la conversion simple entre les formats de données. Si vous avez plus de questions et pour aller plus en détail dans le Data Interoperability, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous enchaînons maintenant, toujours dans la deuxième catégorie de nos extensions, avec deux autres extensions qui ont la particularité, comme Data Interoperability, d'avoir besoin d'un composant supplémentaire à télécharger sur MyEsri et à installer. La première extension concernée est le Streetmap Premium. Alors, il s'agit d'une extension un petit peu particulière parce que cette extension ne va pas vous fournir des outils, mais va vous fournir des données de rue de très haute qualité pour de la cartographie à multi-échelle, également pour du géocodage précis et de l'analyse optimisée du réseau. Là-dedans, vous sera compris le routage et les règles de routage. Alors, Streetmap Premium se base sur des rues provenant de IR et de Increment P. Ces extensions seront disponibles sous forme de division par région. C'est-à-dire qu'il existe une licence Streetmap Premium pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, pour l'Afrique et ainsi de suite. On passe maintenant à la dernière de nos extensions de la deuxième catégorie, gestion des données et processus. Il s'agit de Indoors. Alors Indoor, c'est également une extension particulière, parce qu'ici, on va vraiment s'intéresser aux données et aux outils qui sont à l'intérieur des bâtiments. Donc, cette extension va vous permettre de configurer vos données, y compris avec des données CAO, des données BIM, mais également des cartes en 2D et en 3D via ArcGIS Pro. Ces cartes intérieures peuvent ensuite être partagées avec vos collègues via un navigateur ou via des applications mobiles. Grâce à cette application, vous pouvez par exemple trouver un emplacement dans un bâtiment et en option obtenir un itinéraire. Pour un cas concret, on peut par exemple modéliser un hôpital et essayer de trouver, de calculer l'itinéraire qu'il faut entre une position dans le parking et la salle de radiologie. Voilà à quoi peut vous servir Indoors. Je passe maintenant à la troisième catégorie d'extensions qui sont vraiment spécifiques et conçues pour un secteur. Alors je vais aller assez rapidement car c'est vraiment plus pointu et pour un secteur particulier. Je vais commencer par le secteur de l'aviation. Pour le secteur de l'aviation, on a deux extensions qui sont disponibles. On a l'extension Aviation Airports, donc comme son nom l'indique, ça va vraiment se baser sur des aéroports intelligents et conformes à la réglementation. Ça va vraiment donner un cadre et ça va permettre de constituer une base de données qui est correcte et de haute qualité pour les infrastructures aéroportuaires. On va pouvoir, par exemple, cartographier des obstacles sur l'aéroport ou prendre des mesures qui sont appropriées pour déterminer le meilleur emplacement de marquage ou de panneaux de signalisation. Voilà un petit peu le but de Aviation Airport. Si maintenant je m'intéresse à Aviation Charting, on est dans une autre perspective. Là, on va plutôt gérer les informations de vol et produire des cartes de haute qualité, à nouveau conformes à la réglementation internationale. Ensuite, nous avons Defense Mapping. Alors ça, c'est une extension qui va fournir des outils pour la collecte de données spécialisées, pour la maintenance de géodatabases et pour la validation des données. L'accent ici va vraiment être mis sur l'importance des données topographiques le plus précises possible pour soutenir avec une grande précision les différentes missions pour la défense. Ensuite, nous avons deux extensions qui sont un peu liées, on va dire, à la mer. Nous avons d'abord Bathymetry, qui va permettre la visualisation, l'analyse et la gestion des données bathymétriques. Et nous avons Maritime. Maritime est une extension qui fournit des outils nécessaires pour gérer des informations hydrographiques et générer à partir de celles-ci des produits de navigation électronique ou sur papier. Ensuite, nous avons Production Mapping. Alors, il s'agit d'une extension, cette fois-ci, qui va fournir des outils pour standardiser et rationaliser les processus SIG de votre entreprise dans des domaines de production de cartographique, de collecte d'entités géographiques et de gestion de données et contrôle de qualité. Nous allons terminer maintenant avec deux dernières extensions qui ont pour la particularité d'avoir la même licence.
Cette licence est Location Referencing License. Ces deux extensions vont utiliser tous les deux un même système, donc un système de référencement linéaire, pour déterminer des emplacements le long d'éléments linéaires. Donc on a la première qui sera le Pipeline Referencing et la deuxième qui sera Road and Highways, donc les éléments linéaires seront les routes et voilà, le réseau routier. Pour le premier, ça va offrir des fonctionnalités et outils pour créer et gérer un réseau de pipeline pour le gaz ou les liquides dangereux par exemple. Pour le deuxième, ça va fournir le même type d'outils mais vraiment spécialisé pour un réseau routier. Voici pour les extensions. Maintenant, je vais passer à l'utilisation. Alors, pour savoir si vous avez accès ou non à l'utilisation de certains outils, c'est assez facile à voir. Vous avez le tableau, la fenêtre Geoprocessing, où vous avez toute une liste de toolbox dans lequel sont répertoriés les différents outils en fonction des extensions. Si à un moment donné vous ouvrez un de ces outils et que vous voyez apparaître Tool is not licensed, c'est que vous n'y avez pas accès, vous n'avez pas la licence. Pour ça, vous allez donc devoir autoriser la licence appropriée pour utiliser ce Geoprocessing Tool. Il est également facile de vérifier si vous avez besoin d'une licence ou pas. Si par exemple vous faites une recherche pour un outil spécifique, si vous voyez qu'il y a une petite clé en dessous de l'outil, cela veut dire qu'il faudra une licence spécifique. Si je prends ici l'exemple que vous pouvez voir sur la slide, il est marqué Available with Special Analyst License. Ben voilà, pour accéder à ce tool, vous avez besoin de cette licence. On passe maintenant aux parties licence. Comment est-ce que je peux activer les extensions une fois que je les ai achetées? Ben, la première partie, c'est bien évidemment l'extension. Pour pouvoir acheter votre extension, vous pouvez contacter votre account manager, donc votre gestionnaire de compte chez Esri Belux. Si vous n'êtes pas encore client ou que vous ne vous souvenez plus de votre gestionnaire de compte, pas de problème, vous pouvez nous contacter à info@esribelux.com. Pour cet exemple, je vais prendre l'extension Network Analyst. Je l'ai acheté. La deuxième étape va être l'activation. Alors l'activation va être différente en fonction du type de licence que vous avez acheté. Il existe trois types de licences. La première, c'est le Named User. Pour activer votre extension Named User, vous allez dans ArcGIS Online. Si maintenant vous avez une Single Use, votre extension va s'activer dans ArcGIS Pro. Et finalement, si vous avez acheté une Concurrent Use, votre extension va s'activer, s'autoriser dans le ArcGIS Server Manager, aussi appelé l'ArcGIS License Manager. Une fois que vous l'avez activé, vous allez voir que dans la fenêtre Licensing de votre ArcGIS Pro, vous allez avoir tout le récapitulatif de vos licences. Et dans les extensions, dans ce cas-ci, on a pris l'exemple Network Analyst, nous pouvons voir que maintenant, il est licencié et j'ai également la date d'expiration de ma licence. Dernière étape importante, je rappelle, je l'ai déjà précédemment dit, mais si maintenant vous voulez activer une extension Data Interoperability, Indoors ou StreetMap Premium, il faut télécharger un patch dans MyEsri et l'installer, afin d'avoir accès à tous les éléments de ces extensions. Si maintenant, avant de l'acheter, vous désirez tester, pas de problème, vous pouvez tester la plupart des extensions avec un essai de 10 jours. Pour ça, il suffit de nous contacter, soit via votre gestionnaire de compte ou via l'adresse info@esribelux.com. Ici, je vous mets toute une série de liens. Si vous désirez les liens, je peux les mettre dans le chat, n'hésitez pas à nous les demander. Ces liens concernent la présentation globale des extensions, mais aussi chacune des extensions en détail. J'ai également des chaînes YouTube qui peuvent être intéressantes pour des webinaires ou des démos précises sur chacune des extensions. J'ai également des liens concernant l'activation des licences. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Juste avant de venir en live répondre à vos questions, je fais un rapide récapitulatif de ce qui va arriver prochainement. Concernant les webinaires, le prochain webinar aura lieu fin septembre 2022. La date n'est pas encore fixée.
et le sujet non plus. Si vous avez des envies ou des idées de sujets, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous allons bientôt les définir. Une fois qu'ils seront définis, ils seront disponibles sur notre site internet. Par rapport aux formations, la prochaine formation aura lieu le 19 et 20 septembre et il aura pour sujet Introduction au ICG avec ArcGIS. Alors globalement, cette formation est faite pour les personnes qui sont vraiment nouveaux dans le monde du SIG et qui veulent se familiariser avec notre logiciel. C'est vraiment les premiers pas dans l'utilisation d'ArcGIS Pro et d'ArcGIS Online. Si maintenant vous êtes intéressé par des formations, des coachings ou des projets, vous pouvez également nous contacter via l'adresse info@isribelux.com ou via le téléphone qui est inscrit sur la slide. Je vous rejoins tout de suite pour répondre à vos différentes questions. A tout de suite.